j'ai encore à travailler là-dessus, à réussir à dire les mots que je veux bien dire, qui sont forts, qui sont justes, sans craindre que je peux choquer les personnes ou qu'ils peuvent me regarder un peu bizarrement, ou qu'ils disent pas, mais cette fille, elle n'est pas si gentille qu'on pensait. Je pense, oui, ça fait déjà combien d'années que j'essaie d'être la fille gentille, qu'on ne remarque pas, qu'elle plaise à tout le monde. Là, le choc peut être grand, donc finalement, c'est plus long à défaire, c'est cet état de non-affirmation de soi que le bégaiement lui-même. Oui, c'est ça. Mais je me suis dit, tant pis, je vais pas sortir morte de cette expérience. Donc si je sors demi-morte, quand même, ça va aller. Donc je me lance. À 19 ans, j'avais un bégaiement très sévère qui m'empêchait de dire deux mots à la suite. Et à 21 ans, je me suis lancé le pari de participer à un concours d'éloquence. J'ai énormément bégayé, mais j'y suis arrivé et ça m'a libéré. Et c'est en partageant cette expérience avec Juliette qu'on a eu cette idée-là, parce que le but en fait, c'est de croire en ses rêves, de croire en nous-mêmes et de dépasser toutes les barrières qui sont face à nous pour faire ce qu'on veut. Maintenant, c'est au tour de Stéphane André. L'un des grands problèmes, c'est le regard de l'autre sur moi. Ce qui m'a sensibilisé beaucoup dans le travail que j'ai fait l'an dernier avec certains d'entre vous qui sont encore présents aujourd'hui, c'est que vous parlez beaucoup en tant que personne bègue du regard de l'autre sur vous. Et à ce moment-là, vous anticipez déjà ce que l'autre va penser de vous. Chez les stoïciens, il y a la souffrance avant la souffrance. Vous pouvez intervenir dessus. Vous n'êtes pas forcé de souffrir avant de souffrir. Et je dirais même que vous êtes responsable de ça. Je suis responsable de gérer cet instant où je suis en train déjà de souffrir par anticipation du regard que l'autre va avoir sur moi quand je vais commencer à bégayer. Je peux gérer cet instant, et même je le dois. Et ça commence par comment je décide de regarder le monde. Comment je décide de regarder le monde. C'est fondamental, mesdames et messieurs. Il faut que nous inversions l'équation. Voyez ce couple voix-regard ? Tout ce que le regard fait, la voix ne le fait pas, et tout ce que la voix fait, le regard ne le fait pas. Les deux, ils font tout. Le continu, le discontinu, l'entrant, le sortant, le singulier, le pluriel, l'image, le son, etc., etc. L'horizontal, le vertical. La nature nous a donné un instrument magnifique, tout le monde s'en fout. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. La consonne sonne avec la voyelle. Donc même si j'articule appelle ma consonne, ma voyelle, si elle sonne, elle fait sonner la consonne. La A, c'est le A La qui cigale. La A, I. Donne-moi juste les voyelles. A, I, A. A, I, A. A, I, A. A, I, A. Ayant en E ou E. Ayant en E Lion et. ou E tout l'été. Oh et. On essaie avec le tout. J'arrive pas. Oui, non, mais ça va venir, ça va venir. J'ai pas dit qu'on changeait comme ça tout d'un coup. Oui. Non. L'idée, c'est que tu puisses ressentir quelque chose dans le regard et dans le dos. Quand la bise fut venue. Quand la vie. Quoi Quand la bise fut venue. Quand la bise fut venue. Quand la vie sera Venue. Fais le clown. La cigale ayant chanté tout l'été. Vas-y, oui.
La cigale ayant chanté tout l'été, tout l'été se trouva fort dépourvu. se trouva Le regard se trouva dépourvu, parle-leur. se trouva dépourvu Pourvu. Ouais, tu vois la plosive, elle passe. Quand la bise fut venue. quand la bise Parle-leur. sera venue. Voilà, parle, voilà. Bravo. Comme la plupart des becs, parler en public c'est très très difficile pour moi et que je pense que si je me force un peu à le faire, ça peut n'être que bénéfique et du coup je me suis dit que c'était un bon défi. J'étais déjà participant en tant que on peut la refaire? Bien sûr, Ah, j'ai trop stressé. Non, t'inquiète. J'ai besoin de me challenger pour avancer dans la vie. Parce que j'en ai marre d'être toujours stressé quand je prends la parole en public. Et je pense vraiment que ça va m'aider. Est-ce que je dis bonjour ou pas? J'étais déjà participant avant, mais je me suis fait éliminer en quart de finale. Et je compte retenter ma chance aujourd'hui. J'ai voulu participer à ce concours parce que du coup j'ai des grosses épreuves qui m'attendent. Avec les nouvelles réformes de Macron, là maintenant il nous oblige pour le bac à faire des oraux, surtout un oral de 30 minutes. Pour ceux qui sont bègues, c'est sympa. J'attends de ce concours pour surtout avoir confiance en moi dans ma prise de parole. Et puis aussi rencontrer d'autres bègues, voilà. Puis voilà, je sais pas quoi dire de pour m'amuser, puis passer un bon moment, quoi. Et c'était quoi les autres questions? Cette problématique du stress, qu'on soit atteint ou non de bégaiement, on y fait tous face. Et c'est l'un des grands axes de travail aussi de la technique vocale pour les chanteurs, étant donné que le chant en soi représente une forme de stress. Et que le stress génère tout un tas de mouvements et de réactions parasites du corps qui empêchent le son de sortir. Donc les exercices qu'on va faire ensemble, moi je les pratique avec tous mes élèves, qu'ils soient ou non bègues. Voilà. Vous placez une main sur le ventre, une main devant la bouche. Vous retrouvez la posture contre le mur. Voilà. Et vous allez sentir l'air s'écouler gentiment sur la main de manière parfaitement homogène et linéaire, sans qu'il n'y ait d'à-coups, avec une certaine douceur et surtout une belle régularité. Il faut que vous commenciez qu'avec du souffle, donc silencieusement, et que le son se pose sur le souffle. Je ne veux pas voir de personnes faire « non ». Profitez du son que vous créez en commun. Convaincre quelqu'un, en fait, réussir à être éloquent, c'est réussir à jouer sur 3 axes, précisément. Et c'est les 3 axes de la persuasion, et je pense que quand je vais dire le premier, vous allez comprendre quels sont les 2 autres. Les 3 axes, c'est premièrement le logos. C'est la capacité à jouer sur la raison. C'est la capacité à convaincre en apportant des preuves rationnelles, en démontrant que vous avez raison par A plus B. Le deuxième axe, c'est quoi? Celui qu'on oppose au logos, c'est le pathos. Le pathos, c'est réussir à convaincre et à toucher les gens justement par les sentiments, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et ça, on va voir ça à de très très nombreux moments dans l'élaboration du discours. Ça va vous être utile pour donner des couleurs à votre discours, pour pas que ça soit juste une page Wikipédia qu'on dit lentement. C'est quelque chose qui va faire que vous allez faire la décision, là-dessus. C'est grâce aux émotions que vous allez créer dans le public. Et la troisième chose qui fait un bon orateur, c'est l'éthos. Qu'est-ce que c'est que l'éthos? C'est pas grave si vous n'avez pas, hein. Oui. Donc en fait, c'est la crédibilité que tu renvoies à l'autre. En fait. Exactement. Et c'est très très bon terme, c'est la crédibilité qu'on renvoie. Est-ce qu'on peut vous croire sur parole? Et ça, c'est l'élément le plus essentiel. C'est le plus difficile à construire, c'est le plus facile à perdre, mais c'est le plus nécessaire si on veut convaincre quelqu'un. Si je suis Patrick Balkany et que je viens vous défendre qu'il faut payer plus d'impôts, personne ne va me croire. Si je suis Donald Trump et que j'explique que la condition de la femme est dégradée, personne ne va me croire non plus. Mais vous, en fait, la crédibilité, c'est quelque chose que vous allez construire tout au long de votre discours. En prouvant que vous êtes quelqu'un de sympathique,
d'honnête, de vertueux, de donner des preuves qu'on peut vous croire sur parole. Souvent, je me suis dit le bégaiement est une malédiction. Je me suis dit, je suis né bègue, je mourrai bègue. Ce n'est que de la souffrance. Sauf que le bégaiement, certes, me détermine, mais je peux choisir en quoi il me détermine. Surpasser, c'est simplement faire les choses que les non-bègues feraient sans effort. Comme dire bonjour, des fois pour nous ça prend 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes des fois. Ma professeure de français, comme à tous les élèves de ma classe, a proposé un entraînement à l'oral de français. C'est la première fois où plus aucun son ne sortait de ma bouche. C'est là que j'ai pris conscience que le bégaiement, oui, ça peut aller jusqu'à là, jusqu'à ne plus pouvoir parler. Tu parles du bonjour, tu prends 20 secondes. Fais-le. Il n'y a que un bègue qui sait faire ça et qui a le droit de faire ça. Et ça, en fait, ça serait super fort. C'est un truc qui prend aux tripes. Si tu es assez fort pour faire ça en 20 secondes, tu marques tout le monde. Moi, je remarque que, en tout cas pour mon cas, quand je passe ici, que je fais mon discours, que je suis sûr de mon discours, bon, c'était le cas avant, plus maintenant du coup, je bégaye moins que dans la vraie... Oui, je bégaye moins que quand je ne dis pas mon discours. Il y a des fois, ça m'arrive encore de passer 15 secondes à dire bonjour. Génial. Et c'est une façon de retourner le stigmate, de montrer comment est-ce qu'on est capable de passer 15 secondes à dire bonjour. T'as peur de quoi? T'as peur de l'autre, de ce qu'il pense, de toi. Est-ce que, en fait, tu seras trop nul, trop étrange, t'es pas, en fait, capable de dire un mot, il aura peur. Est-ce que c'est toi qui auras peur de lui ou est-ce que c'est lui qui aura cette crainte de toi, etc. Dis ce que ça te fait en vrai. Tu prends à contre-pied le pire de tes souvenirs. C'est un truc de ouf. Qui est-ce qui est assez fort pour se transcender et dire c'est là que j'ai mal, paf, je me prends à contre-pied et j'y vais quoi. Vous croyez plus en moi que moi je crois en moi, hein. C'est ça le problème. C'est dommage. Bon. Oui, je... Et si en fait qu'il a créé ce concours-là, c'est vraiment en fait pour qu'on porte la voix de la différence, quoi, qu'on assume ça et qu'on le vende. Donc c'est exactement ce que tu fais. C'est j'assume qui je suis et c'est en combattant qui je ne suis pas que je me suis perdu. C'est génial. Première prise. Tout ça pour moi, c'est l'aboutissement de tout un travail d'une grande partie de ma vie qui porte beaucoup d'importance et d'attention. Je pense que cela
va m'aider dans ma vie personnelle et professionnelle. Super. De pouvoir être intéressant, de voir si je suis capable d'attirer l'attention. Voilà. Je suis en train de faire une version professionnelle. Je serai amené en fait à parler en groupe. Et je suis stressé là, mais bon, c'est pas grave. Le bégaiement, si pour le maîtriser ou soit pour l'accepter, on doit s'y confronter entre guillemets pour grandir et pour évoluer. Physiquement, la première chose est que j'ai envie de disparaître presque, qu'on ne me voit pas. Après, j'ai un sentiment que la gorge se resserre comme je le fais maintenant, avec une sorte d'apnée. Je commence à être comme un poisson hors du lot, sans air, à me débattre avec les mains et avec la tête, avec tout ce que je peux attraper. Est-ce que cette personne-là, quand elle me regarde, qu'est-ce qu'elle se dit? Est-ce qu'elle va me demander, mais est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il faut que j'appelle un médecin? Je me dis que je dois vraiment paraître comme une cruche, et comme une personne qui ne sait pas comment gérer ni ses émotions, ni comment ouvrir la bouche, ni comment sortir un son, ni communiquer, rien. Comment font les acteurs? Ont-ils peur tout le temps? La réponse m'a été donnée par Gérard Depardieu. Entre le moment où il monte sur scène et le moment où il lance son premier mot, il y a le silence. De plus en plus dense, de plus en plus tendu. Je l'ai immédiatement reconnu. C'est précisément ce même silence qui me faisait horreur. C'est lui qui me pressait à dire absolument quelque chose, n'importe comment, tout de suite. L'acteur, lui, capture ce silence, joue avec lui, le rallonge, le déplie, le déroule, sans aucune crainte que le public désapprouve. Effectivement, ce n'est pas une question du courage pour parler au public. Cette énergie très forte du vouloir dire est supérieure au courage. C'est elle qui nous empêche aussi de trop nous écouter nous-mêmes et de trop nous regarder. Elle nous donne le plaisir de nous relier aux autres. Si on arrive à s'abstraire de ce côté ennemi à vaincre, combat, dualité, et nous fonder sur ce qui nous unit, sur ce qui nous rassemble, alors tous les obstacles s'abaissent. Je suis sortie et je me suis dit, mais c'est bizarre, je me sens bien, j'ai même plus les mains qui tremblent. J'ai trouvé que j'étais presque trop calme, je ne comprenais pas ce qui se passe. D'un coup, le trac est parti, je me sentais bien avec les gens, c'était intéressant de leur parler. Peut-être le fait de répéter et d'être vraiment dans le discours, finalement, ça détend sur moi et ça fait que maintenant, je n'ai plus du tout peur. En janvier de cette année, je suis tombé amoureux. Mais après un début de relation incroyable, durant lequel je me suis dit que c'était peut-être la femme de ma vie, nous sommes tombés sur des désagréments que nous n'avons pas réussi à résoudre, signant ainsi la fin de la relation. J'ai commencé à m'interroger pour comprendre quelle était la place de cette histoire dans mon histoire personnelle. Était-ce la femme de ma vie dont je viens de passer à côté? L'espoir est une ligne directrice
un moteur et qui permet de garder le cap vers nos objectifs et de ne pas flancher malgré les mauvais moments que nous pourrons traverser pendant notre parcours de vie. Nous ne sommes pas prisonniers du bégaiement. Nous sommes esclaves de la peur, de cette peur de l'échec. Quitter mon pays, ma zone de confort, où j'avais un travail, un salaire fixe à la fin du mois, pour suivre mon rêve, devenir bilingue, a été ma manière de braver cette bataille invisible. Car la pire défaite est de ne pas lutter. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé avant, de me laisser le droit et le choix de parler devant des gens avec un bégaiement. Moi, avant, j'essayais toujours de le cacher, je voulais pas qu'on sache que je bégayais. Et en fait, c'est plutôt de écouter les autres personnes avec leur bégaiement. Au final, le bégaiement, c'est juste quelque chose qui est autour, mais je me rendais compte que j'écoutais pas le bégaiement, j'écoutais vraiment le fond, j'écoutais ce qu'ils avaient à dire, et parfois à la fin de leur discours, je me disais mais ils ont bégayé, je sais même pas, parce qu'on est tellement j'étais tellement concentrée dans ce qu'ils disaient, et du coup je me suis dit mais en fait bégayer ou pas, c'est pas ça, c'est pas l'essence, c'est pas ça qui est important. Quand nous apprenons à nous taire, nous pouvons écouter. Et alors pouvons-nous répondre, car je vous le dis, mesdames et messieurs, celui ou celle qui ne sait pas écouter, c'est rarement parler. Et moi, je ne sais peut-être pas parler correctement avec mon bégaiement qui me fait des misères et qui me fait souvent taire, ce bégaiement qui me rend si fluide parfois, ou bien sans voix, qui me fait taire lorsque j'ai des choses à dire, mais aussi lorsque je n'ai rien à dire, car à quoi bon parler puisque tu vas bégayer? Faut-il se taire quand on n'a rien à dire? Bien sûr, pourriez-vous me contredire en me donnant l'exemple de notre cher ministre de l'Éducation nationale qui nous explique à nous, les femmes, ce qu'est une tenue correcte, et qu'une tenue correcte est une tenue républicaine. Moi aussi, j'ai le sentiment qu'ils parlent, que tous ces gens-là parlent pour ne rien dire et qu'il vaudrait mieux qu'ils se taisent et qu'ils la ferment pour de bon. Mais qui je suis, moi, et qui êtes-vous pour estimer si oui ou non quelque chose vaut la peine d'être dit? Moi qui bégaye, cela ne m'empêche plus de me taire, et aujourd'hui, j'élève la voix, car ce sentiment d'injustice est plus fort que moi. Car parler, que l'on ait quelque chose à dire ou non, en bégayant ou non, c'est exister. Mon bégaiement, il est silencieux, il se voit pas trop. Ça, c'est des énormes blancs où il y a tout qui se serre ici, et j'avais peur que c'est gros de bloquer au début avec le stress et qu'après ça me déstabilise. Mais en arrivant, j'essaye de bien m'ancrer, et en fait, le fait aussi que la salle soit un peu plus remplie, qu'il n'y ait pas que le jury, ça m'a aussi portée, en fait. Et une fois que c'était parti, j'étais un peu plus à l'aise et j'ai oublié après le bégaiement. Voilà. Être muré dans le silence, c'est à devenir fou.
Qui n'a jamais eu besoin de parler après s'être senti si seul? Qui n'a jamais eu besoin de s'exprimer, d'échanger, de croiser la parole comme on croiserait le fer? Nous avons créé ce concours pour promouvoir l'amour de soi. Le bégaiement et la différence sont toujours lourds à porter. Mais c'est cette différence qui permet de mettre en avant notre humanité, notre vulnérabilité. Et c'est également cette différence qui nous permet de faire des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a combien de places là? 100. Wow. Ah bien. En fait, en haut on peut pas parce qu'on a les spots dans la figure. Ouais. Alors regardez là, Mais tu vois, là. En fait, c'est bien parce qu'on est un peu aveuglé. Au départ, ils étaient 30 bègues à se lancer un défi qui sort de l'ordinaire. Mais ce n'est pas un concours comme les autres. Le but et de l'éloquence de bégaiement n'est pas de gagner. Le but, c'est de se dépasser, de se prouver que malgré notre handicap, notre différence, nous sommes capables d'atteindre nos rêves, de faire ce que tout le monde croit impossible. Plusieurs moments dans la vie d'un bègue, ou d'une personne qui bégaye. Il y a l'enfance, l'adolescence et la vie d'adulte. Et le bégaiement, en tout cas pour moi, n'est pas aujourd'hui le plus compliqué à vivre. C'est surtout compliqué quand on n'a pas encore vraiment commencé à exprimer, à mettre les bons mots sur les bonnes émotions, à savoir comment en parler, à qui en parler. Et j'aimerais dédier tout ce travail tout d'abord à vous tous. Et surtout tous les enfants et tous les adolescents pour qui c'est difficile, très difficile, qui ne savent pas à qui en parler, ni comment en parler. C'est pour vous. Merci.